Bonjour, donc je suis heureux de succéder à Jacques Morel. Je suis Eric Sambel, rhumatologue mixte. Et donc, alors que lui vous a surtout présenté en quoi consistaient les biosimilaires, moi je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire décoller et surtout pourquoi est-ce qu'il est souhaitable de faire décoller leur utilisation. Donc, mes liens d'intérêt, voilà. Alors, déjà, il faut comprendre que les biosimilaires, vous avez tous saisi que leur intérêt principal, c'était de l'économie. De quoi est-ce qu'on parle? On parle quand même de centaines de millions d'euros. Les prix sont fixés par ce qu'on appelle la CEPS. Et donc, afin de favoriser la pénétration des biosimilaires, la règle, c'est d'avoir une baisse de prix du biomédicament de référence lorsqu'il perd le brevet de 20% et d'avoir un prix de 20% inférieur à ce nouveau prix concernant le biosimilaire. Ça fait un écart total de 25%. En 2016, par exemple, on avait un marché où l'adalimumab représentait 460 millions d'euros, l'Enbrel 235 millions d'euros et un autre produit biosimilaire qui est la Lantus, 225 millions d'euros. Vous voyez qu'on flirte avec le milliard d'euros. Pendant plusieurs années, l'Humira a été le produit le plus coûteux pour l'assurance maladie, toutes molécules et toutes spécialités confondues. Alors, il y a quand même effectivement des difficultés, comme on va le voir. Déjà, auprès des patients, une enquête réalisée en 2018 montrait que 60% des patients ne savaient pas ce qu'était un biosimilaire, que 26% des patients traités par un biomédicament ne savaient même pas ce qu'était un biomédicament, que 40% des patients traités par biosimilaire ne savaient pas ce qu'était un biosimilaire, qu'ils estiment pour 2 tiers d'entre eux que c'est comme un générique, que plus d'un quart pensent que ce n'est pas aussi efficace, pas aussi bien toléré que le médicament de référence. Un point intéressant, c'est que 22% des patients experts, les patients experts, c'est des patients qui ont suivi une formation, notamment pour accompagner l'éducation thérapeutique, sont sous biosimilaires contre 5% pour les autres. Donc, quand on connaît bien sa maladie et les traitements, on est beaucoup plus enclin à les accepter. Et que le canal d'information oral et écrit ensemble semble associé à moins d'effets nocebo. Donc, en gros, on a 3 patients sur 4 qui sont probablement prêts à accepter de passer sur biosimilaire, mais il faut prendre le temps de leur expliquer ce qu'il en est et répondre à leurs questions et à leurs craintes. Alors, il y a quelques rappels réglementaires importants en ce qui concerne l'interchangeabilité, c'est-à-dire le passage du princeps vers le biosimilaire. Premièrement, un patient qui est traité par un médicament biologique doit être informé d'une possible interchangeabilité et surtout donner son accord. Donc ça va imposer certaines choses, notamment le fait de ne pas faire un changement de prescription sans lui dire ce qu'on fait, que ce soit pour une perfusion à l'hôpital ou que ce soit pour une prescription délivrée en ville d'une sous-cutanée. Il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement, ça je dirais que c'est évident. La traçabilité doit être assurée. On verra que un des soucis de l'interchangeabilité, si elle n'est pas faite par le médecin, c'est qu'on peut passer de plusieurs biosimilaires à la suite les uns des autres et donc avoir un peu de mal à tracer exactement le parcours produit chez le patient. Et aujourd'hui, quand on veut faire une prescription biosimilaire, il faut marquer la DCI plus le nom de marque et surtout le pharmacien est tenu de délivrer le nom de marque choisi par le médecin. Donc, à ce jour, la substitution opérée par le pharmacien est strictement interdite, ce qui est exactement le contraire du générique puisqu'elle est obligatoire. Alors, il y a des règles de bonne pratique aussi qu'on peut rappeler. Quand on propose un biosimilaire, évidemment, on donne les mêmes explications que pour tout médicament et ça doit faire l'objet de ce qu'on appelle la décision médicale partagée. C'est un terme qui reviendra après une information claire, loyale, en précisant qu'il s'agit d'un biosimilaire. Il ne s'agit pas de cacher la nature de ce produit. On sait que ça permet d'améliorer l'adhésion du patient. Alors, lors de la première prescription, donc si on décide d'initier un biosimilaire, il est quand même conseillé de dire que c'est un biosimilaire. À titre personnel, je dirais que c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des considérations trop complexes et il faut trouver un discours qui n'est pas anxiogène pour le patient en lui disant simplement que c'est un produit qui est utilisé dans les rhumatismes inflammatoires et qui est l'équivalent de produits dont il a entendu parler peut-être comme l'Humira ou l'Enbrel. Alors cette information, elle doit inclure des éléments inhérents au produit, à son coût, aux dispositifs d'injection, puisque ce n'est pas les mêmes en fonction des biosimilaires, éventuellement les programmes d'accompagnement, éducation thérapeutique ou autres. Et en théorie, le choix ne doit pas être impacté par les incitations mises en place, mais vous vous doutez bien que si on met des incitations en place, c'est pour impacter le choix
bien évidemment. Ensuite, il faut s'assurer que le biosimilaire soit toujours de la même marque. Donc ça, c'est pour ça qu'on laisse, pour l'instant en tout cas, le rhumatologue maître de la prescription et de l'interchangeabilité. Ça facilite la traçabilité, ça peut éviter d'hypothétiques problèmes d'immunogénicité qui n'ont pas l'air de se produire avec le recul qu'on a. Et il faut éventuellement former le patient au nouveau dispositif utilisé parce qu'il peut être, des fois il faut appuyer sur le stylo, des fois il faut appuyer sur le bouton, sur le côté, sur l'arrière, et le patient peut être un peu déstabilisé. Donc ça fait partie de la formation du patient. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui sont biosimilariser. Alors d'abord, ce sont des biomédicaments, donc des produits conçus par du vivant et pas simplement des molécules chimiques. Et on voit par exemple que pour les 3 produits qui nous concernent actuellement, c'est-à-dire le Lumira, l'Ambrelle, le Forsteo, pour ce qui est des noms de biologiques de référence, on a un certain nombre de biosimilaires et on peut dire qu'aujourd'hui, on a quand même du choix. Donc, on voit qu'on a 4 étanerceptes, 2 étanerceptes, pardon. On a 1, 2, 3, 4 adalimumab et qu'il y a d'autres produits dans d'autres spécialités où on en a encore plus. C'est ce que montre ce schéma, le nombre de biosimilaires qui va de 1 à 6 selon les molécules. Alors, quand on a dit ça, on se pose la question, finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire accepter à un patient un biosimilaire, je dirais principalement en switch. Alors, déjà, les rhumatologues en eux-mêmes, est-ce qu'ils sont convaincus ou pas? Pareil, en 2016, une enquête, 53%, donc environ la moitié, sont favorables, ce qui veut dire que l'autre moitié ne l'est pas vraiment. Mais en revanche, 80% sont opposés à la substitution et environ la moitié s'estiment insuffisamment informés. En gros, moins on en sait, moins on a envie de proposer du biosimilaire. Il y a des pays qui ont résolu le problème, par exemple le Danemark et la Norvège. Ils ont dit on fait un appel d'offres, on va en retenir un, et puis comme ça, tous les patients passeront sur adalimumab, machin. Sauf que ça pose le problème des possibles ruptures de stock, puisque l'intérêt principal du biosimilaire, c'est bien sûr de faire des économies, mais c'est aussi d'élargir l'offre, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous en avez un qui a un problème, vous en avez un autre qui est disponible. Et bien ça, les Scandinaves s'en sont rendus compte, donc ce qui fait qu'ils sont revenus en arrière. Et puis là-dessus, il y a des stratégies d'intéressement, ce dont on parlait, c'est-à-dire en gros, inciter les médecins à prescrire et en contrepartie, fournir, je dirais, d'autres avantages. Alors, sur l'hôpital, il y a des incitations qui ont été mises en place depuis 2018. Et vous avez globalement, donc, ça a commencé par etanercept et l'insuline glargine, et puis ça a été poursuivi par le Lumira et par l'adalimumab. Alors, il y a 2 dispositifs différents. Un qui est assez ouvert, puisqu'il est ouvert à tous les établissements hospitaliers qui ont signé ce qu'on appelle un contrat d'amélioration de qualité et d'efficience des soins, dit CAQES. Et puis après, vous avez eu un certain nombre d'établissements qui ont été retenus. Donc là, il fallait déposer un cahier des charges dans ce qu'on appelle une expérimentation article 51, c'est-à-dire des financements dérogatoires à ceux qui sont prévus par la Convention. Et donc, cet objectif, c'est d'aller plus vite, parce que plus on va vite et plus on fait d'économies. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une augmentation de 15 points du taux de prescription plus rapide dans les établissements qui participent à cette expérimentation dite article 51. Et la grosse différence, c'est que ce qu'on appelle la rémunération marginale, c'est-à-dire en gros ce qu'on va reverser au service, dans le cadre de l'article 51, c'est 30% de l'économie. Dans le cadre du CAQES, ça n'est que 20%. Mais dans les 2 cas, il y a quand même un intéressement. Et donc, pour l'article 51, il y a 45 candidatures qui ont été retenues pour l'étanercept, 62 pour l'adalimumab. Et donc, par exemple, pour l'étanercept, ce qui est reversé, du moins ce qu'on appelle la rémunération marginale, après on verra un calcul savant, comme toujours, qui est fait par les caisses pour savoir comment on fait le calcul global, mais sur une délivrance, en article 51 aujourd'hui, quand on délivre un biosimilaire, on gagne 44,70 €, en CAQES, 29,79 €. Donc, au total, ça fait quand même des sommes rondelettes, puisque sur un an, on va prendre l'exemple d'un service dans un centre hospitalier qui prescrit de l'étanercept à 300 patients. Et dans l'hypothèse où ces patients consomment pendant l'année 2000 boîtes d'Ambrelle, dont 1900 boîtes de biosimilaires. Le taux se calcule de la manière suivante. Alors, il faut suivre. On a le nombre de boîtes de biosimilaires consommées par le patient,
divisé par le nombre de boîtes d'Ambrel plus le nombre de boîtes de biosimilaires, c'est-à-dire en fait la totalité de l'étanercept qui sort. Ça s'appelle le taux de recours. Donc en gros, quand vous avez 3900 boîtes d'étanercept qui sortent, dont 1900 boîtes de biosimilaires, ça fait 48,7. Et là, vous reprenez votre fameuse rémunération marginale, votre taux de recours, et vous multipliez ça par le nombre de boîtes qui sortent. Donc 3900, c'est les boîtes, 44,70, c'est la rémunération marginale, 48%, c'est le taux de recours, ben ça vous fait 84 898 euros qui reviennent au service. Mais ça a comme objectif de générer une économie bien supérieure, bien évidemment. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Donc, le service, il gagne, et la Sécu, la caisse d'assurance maladie, il gagne. Et il gagne beaucoup, comme on va pouvoir le voir, puisque les économies générées sont vraiment considérables. On estime que sur les 3 biosimilaires anti-TNF, il y a 2,3 milliards d'économies qui sont estimées quand on considère la baisse de prix du produit de référence. On a vu que dès le départ, quand un brevet tombe dans le domaine public, on perd 20%. Il y a ensuite le taux d'utilisation des biosimilaires, évidemment 20% encore, plus on utilise de biosimilaires, plus on fait d'économies. Les tarifs de responsabilité de l'hôpital qui baissent, ça va de pair. Le prix net estimé, par exemple, des infliximab dans le marché hospitalier. Et tout ça hors coût des incitations, mais quand même, vous avez vu que la somme est tellement importante qu'elle est suffisante pour compenser les nouvelles classes thérapeutiques qui arrivent, comme les anti-JAK, les anti-IL-12, IL-23, anti-IL-17, le sarilumab et la primilast. Et sachant que les dépenses sur les produits non biosimilarilisés, que ce soit anti-TNF, tocilizumab ou abatacept, c'est 1,2 milliard de dépenses. Donc, quand vous passez sur des biosimilaires, eh bien, globalement, vous arrivez à financer les autres molécules, donc ce qui permet d'avoir une dynamique de soins qui est extrêmement importante. Alors, chez nous, entre guillemets, pays riches, on ne le voit pas, mais quand on regarde ces chiffres-là, c'est quand même impressionnant. Mais il y a des pays, notamment les pays d'Europe de l'Est, s'il n'y avait pas eu les biosimilaires, ils n'auraient toujours pas de biothérapie. Donc, c'est quand même une façon de pouvoir soigner des gens et de pouvoir financer les nouvelles classes thérapeutiques. Donc, c'est une bonne raison quand même de ne pas bouder, en tout cas, le biosimilaire. Alors, il y a des objectifs, je dirais, qui sont aussi intéressants, qui est, comme je disais, diversifier l'offre du biomédicament en cas d'incident industriel, valoriser le savoir-faire des firmes dans le domaine des biothérapies. Donc, une firme qui, par exemple, va se lancer dans la production d'un étanercept biosimilaire, eh bien, elle va pouvoir réinvestir l'argent qu'elle a gagné par les biothérapies, puisque ça coûte beaucoup moins cher, comme vous l'a dit Jacques Morel, de développer un biosimilaire. Mais cet argent-là, il peut être réinjecté et donc alimenter la recherche. Et puis, ça ouvre la porte à la décision médicale partagée, puisqu'on va parler avec le patient. On a parfois tendance à faire son ordonnance sans discuter avec le patient de ce qu'il souhaite. Ben là, ça donne une possibilité en expliquant plus précisément ce qu'est un biosimilaire. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ben, oui, ça fonctionne. Là, on a des courbes qui sont quand même assez parlantes, puisque on voit que la courbe bleue, c'est globalement le taux de biosimilaire en France pour de l'adalimumab qui est de 36%. La courbe orange, c'est les articles 51, donc on est 38. 34%, c'est le CAQES, donc vous vous rappelez, l'article 51, c'est 30%, le CAQES, c'est 20%. Donc plus on donne, mieux ça marche. Et 25%, c'est les libéraux qui ne donnent rien. Et donc, finalement, l'intéressement, ça fonctionne et ça rapporte. Pareil pour ce qui est de l'étanercept. Alors, on est parti de plus tôt. Donc, le taux de conversion est de 47%, donc on est presque à la moitié. Et on voit là encore que l'article 51, c'est 51%, que le CAQES, c'est 43%, et que le libéral, ça n'est que 31%. Voilà. Donc, si on a de l'intéressement, ça marche mieux, ça va plus vite. On est encore à distance des 80%, mais on s'en rapproche tranquillement. Mais si on veut passer sur le niveau au-dessus, ben bien sûr qu'il faudra inciter tous les prescripteurs, y compris les médecins libéraux dont nous faisons beaucoup partie. Alors donc, tout ça, ça aboutit à une négociation d'intéressement en médecine libérale. L'objectif, on l'a déjà dit, c'est 80% à l'horizon 2022. Et donc, l'incitation, ça fonctionne, il faut en trouver une. L'idée, c'est de partager avec les médecins, comme l'hôpital l'a partagé avec la caisse, les économies générées, tout ça avant tout pour valoriser le temps passé à accompagner le patient dans le changement de pratique. Alors, ce temps passé, il est complexe. Il y a bien sûr celui qu'on va mettre pour expliquer au patient, parfois l'aider à prendre sa décision dans le sens d'un biosimilaire si on estime que c'est une bonne décision. Il y a le temps à se former soi-même, ce que vous êtes là en train de faire,
mais ce qu'on peut faire de façon beaucoup plus approfondie. Il y a éventuellement l'appropriation des brochures. Vous avez des associations de patients qui font de très, très bonnes brochures concernant les biosimilaires, et donc il faut pouvoir les lire, les fournir. Tout ça, ça demande du temps, et c'est normal que ce soit rémunéré, en tout cas à mon avis. Donc, il faut un dispositif qui soit réactif, parce que l'idée, c'est de faire vite. Plus on fait vite, et plus on fait des économies. Et donc, ce qui pourrait être retenu en ville, ça pourrait être l'Ambrelle, l'Humiral, Forsteo, et puis d'autres produits, notamment le Lovenox, qui sont de gros volumes de prescription, par le médecin généraliste. Alors, ça serait du conventionnel, ce qui veut dire que si ça fonctionne, vous avez le droit de refuser. Et il y a des collègues qui disent, mais je ne veux pas être rémunéré pour faire mon travail au moins cher. C'est un choix. Je rappelle quand même que les rhumatologues sont parmi les spécialistes les moins bien payés de toutes les spécialités, et que s'il y a moyen de valoriser, et je répète, en contrepartie d'un vrai travail, personnellement, je ne trouve pas ça choquant, mais ce n'est pas une obligation. Puis, de toute façon, on n'oblige à rien, même pour la prescription du biosimilaire. Alors, concernant les produits à prescription restreinte, à prescription initiale hospitalière pour l'instant, seuls les spécialistes peuvent le faire. Dans d'autres produits, il y a parfois les médecins généralistes. Alors, concernant l'intéressement au switch, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on pourrait faire, puisqu'on ne peut pas initier en ville. On ne peut que renouveler. Alors, on a obtenu la possibilité de renouveler en ville les anti-TNF, et je ne vous cache pas que c'est justement dans l'optique de pouvoir faire en sorte que le médecin libéral s'approprie les biosimilaires. On ne pouvait pas demander à des médecins libéraux de passer de princeps à biosimilaires s'ils n'avaient même pas le droit de renouveler une prescription. Donc, c'est ce qui a permis un premier pas. Pour l'instant, on n'a pas encore levé la prescription initiale, mais on a levé la nécessité de repasser par l'hôpital pour le renouvellement. Alors, il y a des critères qui sont des critères administratifs, comme toujours. Donc, le switch, c'est constat d'au moins 3 délivrances de médicaments biosimilaires après le passage du patient aux médicaments biosimilaires. Alors, tout ça, ça n'existe pas pour l'instant. Ce sont les bases de négociation qu'on a avec les caisses concernant l'intéressement des médecins en ville. Donc, ça, c'est là-dessus qu'on discute. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas, malheureusement, intéressé en tant que libéral sur la substitution ou sur la prescription. Néanmoins, si ça fonctionne, ça sera basé sur le traitement de toute une année. Et la clé de répartition proposée, c'est 20% pour le professionnel, 80% pour l'assurance maladie. Ça se négocie. Pour l'instant, on n'a pas encore négocié. On pense que ce n'est pas suffisant. On pense qu'on peut espérer plus. Et les négociations reprendront probablement sur le début de l'été et on espère se conclure au mois de septembre avec un paiement ensuite qui serait annuel de la rémunération. Donc, en conclusion, il faut mettre en place les conditions d'acceptation du biosimilaire par le patient en l'informant, en faisant de la décision médicale partagée, avec des outils performants et évalués, notamment ceux qui ont été faits par les associations de patients, qui, je répète, sont très bien faites. Il est très important d'améliorer l'information des prescripteurs, parce que le prescripteur, s'il n'y croit pas, s'il ne connaît pas, il n'ira pas. Donc, peut-être faire un DPC, un développement professionnel continu. Vous avez tous fait déjà avec Rhumato DPC des sujets extrêmement scientifiques, comme la maladie de Lyme, comme la prescription des opioïdes. On peut imaginer faire un sujet sur les biosimilaires pour ceux qui n'ont pas eu la bonne idée d'assister à notre topo ce soir et qui peut-être n'en savent pas assez. Donc, en gros, ce qui reste, c'est négocier un taux. Bon, le problème éthique, pour certains, je l'ai évoqué. Moi, je répète, la rhumatologie est une spécialité mal rémunérée. Il n'y a pas raison de ne pas prendre l'équivalent des ROSC, en fait, les généralistes qui s'arrondissent leur fin de mois quand même pas mal avec. Et puis, voilà, on peut estimer que la fin justifie les moyens ou pas. À titre d'information quand même, un biosimilaire, par exemple, quand vous prenez un Humira, c'est 8 100 € par an. Quand vous prenez un biosimilaire, c'est 7 100 €. Ça fait économiser 1 000 €. Si vous passez sur des produits qui ne sont pas biosimilarisés, anti-TNF, le certolizumab pegilé, c'est plus de 10 000 €. Pareil pour le tocilizumab. Et les anti-IL-17, ça peut monter jusqu'à 16 000 € quand vous utilisez, par exemple, la double dose de certains médicaments. Donc, c'est des économies considérables. Donc, on a réussi à faire lever le renouvellement annuel anti-TNF. Maintenant, reste à lever la prescription initiale hospitalière, mais ça, c'est un débat beaucoup plus compliqué. Voilà, merci beaucoup de votre attention.